Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo très particulière. Alors, vous l'avez lu dans le titre, j'ai eu la chance et l'honneur de m'entretenir avec Jacques Attali, de faire un entretien avec lui autour d'un podcast sur la littérature. On connaît Jacques Attali, essayiste, conseiller politique, économiste, historien également. Il a fait des grands ouvrages d'histoire, histoire de la mer, histoire des médias, histoire de l'alimentation, enfin bref, il a fait tout un tas de livres d'histoire. Mais ce qui m'intéressait, c'était de parler avec lui de littérature. Et c'était un immense lecteur, voilà. Avant d'être un romancier, c'est un grand lecteur, donc déjà ce qui m'intéressait, c'était de savoir pour lui ce que représentait la littérature, et puis 2-3 questions sur la littérature en tant que telle. Il avait la chance, et il le dit dans cet entretien, il l'a dit dans plusieurs entretiens que j'avais pu lire ou voir de lui, de grandir dans une famille où lorsqu'il n'était pas en train de lire, son père ou sa mère lui demandait « mais est-ce que tu n'as pas un livre à lire ?» Et ça, c'est très important. Et ce modèle de lecture, cette volonté de transmission, d'amour de la littérature, il continue à l'avoir, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime beaucoup transmettre son amour de la littérature. Lorsque je lui ai proposé un jour de faire ce podcast, il n'a pas hésité un seul instant, il m'a de suite dit oui, avec plaisir, on fait ça quand vous voulez. Et c'est vrai qu'il a fait preuve ensuite d'une immense amabilité, d'une bienveillance et d'une grande disponibilité pour faire ce podcast. Donc voilà, j'ai voulu parler avec lui uniquement de littérature. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entretiens où il parle de lui, de ses rapports avec les grands hommes d'État qu'il a pu côtoyer, de son œuvre politique, d'économie, etc. tout le temps. Moi, j'ai tenu vraiment à ne parler que de littérature avec lui, à la fois le lecteur, Jacques Attali, et le romancier. Parce que ce qu'on ne sait pas forcément de Jacques Attali, et c'est important et c'est intéressant, c'est que c'est un romancier. Il a écrit une dizaine de romans, je les ai lus pour préparer cet entretien. Il a également écrit des biographies littéraires, plusieurs biographies littéraires que mon épouse a lues pour préparer cet entretien. Donc voilà, on a entrepris cette démarche de parcourir l'œuvre littéraire de Jacques Attali pour le préparer. C'était passionnant à faire, j'ai eu d'immenses belles surprises. C'est un auteur par exemple à la fois de science-fiction, des romans historiques, des romans d'amour, etc. Mais toujours avec une démarche très surprenante, des procédés surprenants à rebondissement. Il a écrit également des policiers, et on le voit. En fait, on voit que toute son œuvre est liée par des thématiques communes et des constructions communes, et guidée également par le fait de s'inspirer de personnages subversifs qu'on retrouve dans ses biographies. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine cohérence qu'on découvre en parcourant ainsi toute l'œuvre d'un romancier, d'un biographe. Et c'est très intéressant à faire, je renouvellerai certainement l'exercice pour d'autres auteurs, de découvrir ainsi toute l'œuvre, et c'est vrai que c'est intéressant à faire. Vous le verrez hein, dans l'entretien, les questions que je lui pose, notamment, je reviens sur ces choses-là. Voilà, donc, écoutez, ça a été vraiment un entretien exceptionnel à enregistrer. Donc je voulais vous le faire partager ici. Il est sorti sur mon podcast Le Salon Littéraire, mais je voulais également vous le partager à vous, parce que je sais que ceux qui êtes sur YouTube n'écoutez pas forcément les podcasts, et inversement, donc voilà, j'avais envie également de vous le faire partager, de vous le faire écouter. Je vous laisse avec donc cet entretien de Jacques Attali, donc du lecteur au romancier. Et on se retrouve après, juste pour 2-3 remarques, après l'épisode. Littéraire, donc vraiment, Monsieur Attali, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir parler de littérature avec moi. Avec plaisir. Vous êtes un grand lecteur et c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Première question, qu'est-ce que représente pour vous la littérature ? La littérature, c'est un voyage. C'est une façon de voyager dans l'espace et dans le temps, et c'est aussi un voyage d'une autre nature, puisque quand on rentre dans un roman ou dans un essai, mais surtout dans un roman, on rentre dans d'autres personnages. Donc c'est la possibilité de vivre d'autres vies. Et c'est une façon de lutter contre ce qui est le cœur de la crainte humaine, c'est-à-dire la mort, d'être en quelque sorte ressuscité ailleurs, ou même, ce qui est un des grands fantasmes humains, c'est-à-dire de vivre plusieurs vies en même temps. Quand on lit le Comte de Monte Cristo, on est le Comte de Monte Cristo, ou l'un autre des personnages, et quand on en sort, on revient soi-même. Et on a été à un moment au XIXe siècle, à Marseille, à Paris et ailleurs, et de même dans les romans, quand on lit Guerre et Paix ou autre. Donc la littérature, c'est une façon de vivre plusieurs vies en même temps. Une vie joyeuse, heureuse, bonne, libre, épanouie, ne l'est vraiment que si on la traverse en ayant la chance, entre autres joies, de rencontrer,
de profiter, de jouir aussi souvent que possible des plus grands chefs-d'œuvre de la création humaine. Plus encore, la fréquentation régulière de ces livres, films, œuvres musicales et œuvres d'art essentielles constitue un formidable moyen de découvrir les autres et le monde. De se découvrir et d'avoir accès à de nouvelles dimensions du bonheur et de la réussite. Vous avez écrit un très bel ouvrage et vraiment très intéressant qui s'appelle Les chemins de l'essentiel, dont nous venons justement d'entendre un extrait lu par Azilise Lecor. Je l'ai trouvé remarquable. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'un livre devient un essentiel, devient un chef-d'œuvre? Est-ce que c'est la rencontre du spécifique et de l'universel? Est-ce que c'est le temps qui le rend? Quels sont les critères qui en font un essentiel? Je pense que c'est quand on entend une voix, quand l'auteur nous porte par une voix qui est vraiment personnelle. Maintenant, on ne sait que c'est un essentiel que longtemps après. Parfois, il y a des livres qui nous ont touchés et qui disparaissent quelques semaines plus tard. Parfois, il y a des livres qui ne nous ont pas beaucoup touchés, mais qui restent dans la durée, et qu'on a envie de relire et qui nous habitent durablement. Pour moi, ce qui conduit à être essentiel, c'est d'abord le premier choc. Je me souviens toujours de la première phrase de 100 ans de solitude ou la première phrase de beaucoup de romans. Et ça reste comme déterminant. Puis après, il y a des livres qui durent parce qu'on a envie d'y revenir, parce qu'on en a retenu quelque chose d'essentiel, parce que il nous accompagne. Vous voyez, j'ai cité Monte Cristo, j'ai cité d'autres. C'est des livres que j'ai lus peut-être rapidement à un certain moment, mais qui sont revenus comme une référence plus tard. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à vous, d'écrire des romans, de basculer vers l'écriture? Peut-être que vous avez toujours écrit, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'en publier à partir de la fin des années 80? J'ai toujours écrit, puisque j'ai publié des essais très longtemps, et j'ai publié en effet un premier roman en 89, qui a été d'ailleurs un énorme succès à ma grande surprise, puisque personne ne m'y attendait. Mon éditeur était contre, c'était un grand éditeur. J'avais écrit quelque chose qui était intermédiaire entre un essai et un roman. J'avais écrit une biographie, la biographie de la famille Warburg, un homme d'influence, et j'avais trouvé beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, je me suis fait porter par le fait que je racontais des histoires à ma fille, qui était toute petite. Et ce roman, c'est d'abord une partie d'une histoire que je racontais à ma fille. Mais naturellement, c'est parti dans beaucoup d'autres choses. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément de plaisir à écrire un roman. Au point que j'en ai écrit 2 d'ailleurs dans la foulée, parce que j'ai écrit le premier jour après moi, juste après. Et c'est un plaisir dont je ne me lasse pas, parce que je fais souvent la comparaison entre les figures imposées et les figures libres. Les essais, c'est des figures imposées, les romans, c'est les figures libres. Mon épouse, que je salue parce qu'elle m'a beaucoup aidé pour préparer cet entretien, a lu, elle, vos biographies ainsi que votre essai 1492. Voilà, je tenais à l'en remercier par ce petit mot. Justement, vos biographies, à chaque fois, enfin en tout cas très souvent, vous mettez en avant des personnages subversifs qui ont bouleversé la face du monde. Est-ce que, pour l'écriture ensuite de vos romans, vous vous êtes inspiré de ces personnages qui vous fascinent et qui sont fascinants pour écrire certains de vos personnages? Oui, vous savez, un romancier, c'est quelqu'un qui attrape tout ce qui passe. Quand j'écris un roman, tout ce qui se passe autour de moi, brusquement, est aspiré par mon écriture, et j'y trouve une inspiration. Donc, en effet, tous les personnages que j'ai croisés dans mes biographies m'ont servi pour des romans. Inversement, d'ailleurs, j'ai écrit, par exemple, La confrérie des éveillés, et c'est ensuite que j'ai écrit la biographie de Maïmonide et de Ibn Rushd et de Thomas d'Aquin, qui sont des personnages qui apparaissent dans le roman. Donc il y a un aller-retour entre les romans et les essais qui est permanent. Mais dans la livre de raison, j'ai été très inspiré par Sigmund Warburg, dont j'avais écrit la biographie. D'ailleurs, Sigmund Warburg apparaît dans le roman comme un des personnages du roman, alors que c'est un personnage réel. Donc il y a un dialogue permanent. Un romancier s'inspire j'en ai fait un peu une trame dans mon plus récent roman,
où on voit bien que l'auteur du jeu vidéo s'inspire de romans qu'il a lus ou qu'il a vu lire par d'autres, puisqu'on voit apparaître dans la première partie le baron Perché, qui en fait est une lecture du personnage de la troisième partie du roman, et donc progressivement, en remontant, on s'aperçoit que les auteurs se sont inspirés les uns des autres. Justement, alors ce dernier roman que j'ai lu, Bien heureux soit notre monde, que j'ai trouvé vraiment très intéressant et formidable. Vous mettez en avant donc un prisonnier politique qui s'évade, qui rejoint des résistants qui se nomment les vivants, et dont le but est de lutter contre ceux qui sont les vrais manipulateurs du monde, dans ce monde dystopique que sont les sombres. Vous mettez en avant une situation dans l'avenir qui est assez catastrophique, et je ne vais pas en révéler plus du récit, parce qu'en fait, on apprend plein de choses, et on est complètement retourné à peu près vers le tiers ou la moitié du roman, et c'est pas du tout ce à quoi on croyait. Donc et d'ailleurs j'y reviendrai après. Mais dans ce roman, en tout cas votre personnage dit quelque chose que j'ai trouvé, en tout cas que j'ai noté, qui dit: je suppose que c'est ce que fait tout romancier, il se nourrit de ce qu'il vit. C'est ce que vous venez un peu d'expliquer également. Est-ce à dire que dans le fameux débat, en tout cas dans l'essai de Proust contre Sainte-Beuve, vous êtes plutôt Sainte-Beuve que Proust là sur ce sujet? Oui, même si Proust est très Sainte-Beuve en réalité, parce qu'il n'y a rien qui se nourrit plus de ce qu'il vit que l'œuvre de Proust. J'ai noté également quelque chose de très intéressant dans Bien heureux soit notre monde, et qui est un peu votre marque de fabrique dans vos romans, et c'est pour ça que j'encourage vraiment les lecteurs à aller lire vos romans, parce que il y a souvent une manière d'entraîner le lecteur dans des labyrinthes. En fait, plus on avance dans le roman, et il y a des retournements de situation, des pièces qui s'assemblent, qui fait qu'en fait, on n'est pas du tout là où on croyait être au tout début du roman. Un qui est remarquable sur ce sujet-là, par exemple, c'est Nouvelle, où en fait, on se rend compte petit à petit, et là encore, je vais rien révéler du tout, mais qu'on n'est pas du tout de là où on croyait. Et vous le dites dans votre dernier roman, vous dites, en fait, c'est un peu ça, toute la littérature, quand à la fin du livre, on se rend compte que tout ce qui est dit depuis la première ligne aurait dû conduire le lecteur à deviner où l'auteur voulait l'amener. C'est ce que vous aimez, vous, en fait, dans la littérature? Pour moi, un bon roman, c'est celui qu'on a envie de relire tout de suite après l'avoir terminé, en disant « je me suis fait avoir, il faut que je le relise ». Voilà. Et en effet, Nouvelle, qui est un exercice de style, parce que j'ai voulu faire 12 nouvelles indépendantes, avec 12 styles littéraires différents, et qui forment un roman, en m'inspirant de ce qu'avait fait, non pas de cette façon, mais un auteur que j'aime beaucoup, qui avait écrit 12 nouvelles indépendantes qui formaient un roman, mais pas avec 12 styles littéraires différents, qui était Léo Perutz, avec La nuit sous le pont de pierre, qui est un recueil de nouvelles géniales, mais qui forme un roman. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec Nouvelles, que j'ai adoré aussi écrire. Mais oui, j'ai parlé de nouvelles parce que c'est là où je trouve que ça se voit le plus, mais que ce soit dans le livre de Raison, que ce soit dans Notre vie, disent-ils. Enfin, il y a plusieurs de vos romans comme ça où à chaque fois, et puis là dans Bienheureux soit notre monde évidemment, il y a plusieurs de vos romans comme ça où petit à petit les pièces s'assemblent, on se perd dans le labyrinthe pour se retrouver à la fin. J'ai commencé à écrire des romans policiers. Mmh. J'en ai écrit 2 et je vais en écrire un 3e avec un personnage de commissaire récurrent. Parce que l'intrigue policière permet beaucoup de nourrir ce désir de la surprise et du choc. Les gens ne savent pas forcément que vous êtes un grand auteur de science-fiction, vous écrivez beaucoup de science-fiction. Qu'est-ce qui vous plaît à ce point dans la science-fiction? D'abord, j'ai été nourri de science-fiction depuis mon enfance. Je trouve que c'est une évasion dans le temps, dans l'espace, totale. C'est vraiment aussi un acte de grande poésie. Et puis mes grands romans, mes grands souvenirs d'enfance, c'est des romans que personne ne connaît ou pas beaucoup. Limbo, les romans de Robert Heinlein, les romans de John Brunner, les romans de Philippe K. Dick. Enfin, c'est des choses qu'on lit moins aujourd'hui, mais qui sont des chefs-d'œuvre extraordinaires, évidemment Asimov, et que le cinéma gâche un peu, parce que le cinéma simplifie à l'extrême la profondeur de ces choses. Et je trouve qu'il y a une liberté dans la science-fiction absolument extraordinaire parce qu'on est dégagé des contraintes du réel. Donc ça permet à un romancier de faire beaucoup de choses. C'est pour ça que d'ailleurs mon premier roman est un roman de science-fiction, dont on ne sait pas à la fin s'il se passe dans 3000 ans ou il y a 3000 ans.
Alors tous vos romans sont, vraiment différents, avec à chaque fois un style, un genre différent, même s'il y a des genres qui se retrouvent. Mais par contre, il y a des thématiques qui se retrouvent et une notamment, que j'ai extraite, de La Confrérie des Éveillés, qui est un roman, remarquable que vous avez écrit sur le XIe siècle, sur, l'Andalousie, sur, Cordoue au XIe siècle. Et il y a une phrase et je vais laisser Azilise Le Corps lire cette phrase qui fait partie de l'avertissement, donc de ce roman que je trouve moi le plus puissant de tous vos romans, La Confrérie des Éveillés, publié en 2004, dans lequel on retrouve un jeune philosophe à Cordoue, vers la fin de l'âge d'or de la ville, avant l'arrivée d'un islam plus rigoriste. Ce jeune philosophe qui a été chargé de retrouver le livre le plus important à avoir jamais été écrit par un être humain. Et il doit pour cela retrouver un traducteur, Gérald de Crémone, à Tolède, en zone chrétienne, et lui présenter un tétradagme confié par son oncle. Et on retrouve également, quelques années plus tard, un érudit musulman qui se trouve être Averroès et qui a pour charge également de retrouver le même roman. Donc voilà, à la fois un roman philosophique, historique et policier même, puisqu'on va retrouver une sorte d'enquête, des péripéties pour essayer de partir à la recherche de ce roman. Allez, avant de vous poser une question sur ce livre, je laisse donc Azilise Le Corps lire cet avertissement, cet extrait de l'avertissement que je trouve très significatif de votre œuvre. Voici l'histoire de 2 décennies fabuleuses qui mirent fin à la seule période de l'histoire où la chrétienté, l'islam et le judaïsme vécurent en harmonie. En un seul moment, le XIe et le début du XIIe siècle, en un seul lieu, l'Andalousie, les 3 monothéismes choisirent de se respecter, de s'admirer, de se nourrir les uns des autres. En toute liberté, leurs plus grands philosophes dialoguaient alors entre eux et avec les philosophes grecs. Sciences et religion faisaient bon ménage. Et vous dites dans plusieurs de vos romans, je pense également à Au-delà de nulle part, que en fait, les grandes questions se retrouvent toujours dans la science et la religion. Et dans plusieurs de vos romans, on se retrouve cette dualité entre la foi et la raison, entre la science et la religion. Et on a l'impression que vous oscillez entre les deux, que parfois, vous dites qu'il faut faire confiance à sa foi dans Au-delà de nulle part, où on voit est-ce qu'il faut croire ou pas cet être qui vient du futur et qui nous annonce qu'une comète va arriver, mais malgré tout, la raison permet également d'être heureux, on le voit dans le livre de raison, et j'ai trouvé cette dualité présente dans la plupart de vos romans. Oui, enfin, c'est une des dualités de la condition humaine. La raison nous permet de comprendre beaucoup de choses, mais elle s'arrête à certaines limites qui laissent la place à la foi ou à l'absence de foi. C'est pour ça que j'attache de plus grande importance à ce philosophe dont on parlait tout à l'heure, Averroès, ou Ibn Rushd plutôt, qui disait la vérité ne saurait contredire la vérité, c'est-à-dire que la vérité religieuse doit céder le pas à la vérité scientifique, parce que de toute façon, la vérité scientifique, lorsqu'elle avance, ne fait pas reculer la nécessité d'une vérité religieuse qui est toujours présente et nécessaire pour donner du sens au mystère que la science ne sait pas encore résoudre. Donc cette dualité de l'humanité entre la foi et la raison, la foi, c'est le cœur, parce qu'au sens de Pascal, le cœur et la raison, le cœur, c'est la foi, et non pas l'amour au sens humain du terme. Et je voulais revenir sur ce roman, Le Livre de Raison, écrit en 2022 et publié aux éditions Fayard, qui est un roman très intéressant, qui est un roman très percutant, passionnant. De fil en aiguille, on suit une famille qui transmet aux générations futures, par une lettre, ce qu'on appelle petit à petit un livre de raison. Et donc dans cette famille, les secrets vont petit à petit être ainsi dévoilés aux générations futures par la génération antérieure, et va se dessiner à la fois un arbre généalogique, et là on ressent cet amour que vous avez pour 100 ans de solitude, de Gabriel García Márquez, et ce goût, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'intrigue, du roman policier, parce que c'est un roman familial, mais à travers les différentes lettres se dessinent des secrets découverts petit à petit sur cette famille. On va avoir une famille dans laquelle des personnes vont hériter d'une grande fortune par leur famille, ainsi que de 7 mystérieux tableaux de maîtres qu'ils n'ont jamais vus. Et durant la Seconde Guerre mondiale, une génération, 2 frères vont faire des choix opposés. L'un
va devenir athée, communiste, résistant et va épouser une juive qui va être internée à Auschwitz avec leurs 2 fils, tandis que l'autre va poursuivre une brillante carrière de violoniste international tout en collaborant à Vichy. Et voilà, petit à petit, donc les générations futures vont découvrir les hontes et les exploits des générations passées, comment vivre avec le poids de ce passé et maintenir quand même une raison dans leur vie pour devenir heureux. C'est tout l'objet de ce roman qui est très beau, qui est très fluide parce que facile à lire à travers ses lettres et qui permet de réfléchir sur la famille, le passé, comment vivre avec et sur le libre arbitre, qui est aussi, je trouve, un thème très important de vos romans. Comme si eux seuls avaient droit à un passé, et que nous autres, humains de simple origine, étions tout juste sortis du néant, barbares sans mémoire, parvenus sans héritage. Dans votre biographie sur Diderot, ce qui nous a beaucoup marqué avec mon épouse, c'est un passage où vous dites que finalement, alors que ça a été un encyclopédiste génial, lui aurait voulu être reconnu pour son théâtre et vous dites que c'est pourtant le genre dans lequel il excelle le moins ou vous le trouvez le moins doué. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez plusieurs auteurs et est-ce que vraiment son théâtre, que je n'ai pas lu, est si mauvais que ça? C'est le drame de beaucoup d'auteurs, c'est de beaucoup de gens de se croire bons pour quelque chose alors qu'ils sont bons pour autre chose. C'est un drame courant et c'est un drame auquel je suis peut-être moi victime, c'est-à-dire peut-être que moi je m'espère, si je voulais rester par quelque chose c'est par mes romans, mais peut-être que je resterais plus par mon action politique, ce qui me désolerait. Mais on n'est pas toujours reconnu pour ce pourquoi on croit qu'on devrait l'être. Mais je pense qu'il faut que vous soyez reconnu pour vos romans, mais comme vous dites, comme nous en avons dit tout à l'heure, c'est le temps également qui le décidera. Mais j'en suis convaincu, c'est peut-être un mal français et contemporain de vouloir catégoriser, de ne pas vouloir que des gens qui font de la politique aillent vers d'autres secteurs, mais je suis convaincu que le temps, en tout cas, vous fera également connaître par vos romans, parce que Pour qu'un auteur dure, il faut qu'il ait des disciples qui lui permettent de durer, ou des gens qui s'en chargent. Par exemple, Pascal n'aurait été rien sans sa sœur, non pas Jacqueline, qui était une grande personnage extraordinaire, mais l'autre sœur, Gilberte, qui a créé les conditions que l'œuvre de son frère soit répertoriée, organisée, connue, transmise. Marx ne serait rien sans Engels et tous ses successeurs. Gandhi serait rien sans ceux qui ont porté son message, en particulier Nehru. Et Diderot, malheureusement, lui, n'avait personne pour porter son message, ce qui fait qu'il a beaucoup disparu pendant longtemps et qu'on retrouve aujourd'hui une importance immense comparée aussi grande, sinon plus, que celle de Rousseau et Voltaire. je suis absolument d'accord avec vous. Et un de mes romanciers préférés qui s'appelle Louis Guillou, qui dans les années 30 était vraiment très populaire et très connu, ami de Camus, de Gide, etc., a ensuite un peu disparu des tablettes et des librairies parce que il a eu personne finalement pour faire connaître son œuvre. Donc je rejoins entièrement ce que vous venez de dire. Vous avez écrit également des pièces de théâtre et une notamment qui est vraiment très belle et qui est très puissante, qui est presque absurde, qui s'appelle Du cristal à la fumée, qui évoque donc ce conseil des ministres de 1938 entre les nazis où finalement d'une incapacité, d'une impossibilité pour eux de se dire qu'on va financer les juifs pour les dommages qu'ils ont reçus, les dommages matériels, ils en finissent à se dire qu'ils vont tous les tuer, à adopter la solution finale à ce moment-là, ce qui est presque absurde et également ce qui est pour moi, juriste, une pièce très intéressante sur le droit, sur le pouvoir du droit et parfois également, hélas, la faiblesse du droit face à l'absurde et face à l'ignoble. Pourquoi, c'est quelque chose qui m'intéressait, pourquoi avez-vous choisi pour ce récit-là le format, le genre théâtral ou également pour l'histoire de Charles Quint et plus qu'un roman? Ça s'est imposé à moi. Quand je suis tombé sur ces archives russes, soviétiques, qui détenaient une partie du procès-verbal de son socialisme, pour moi ça s'est imposé. C'était une pièce de théâtre. De même, à l'inverse, j'avais commencé à écrire une pièce de théâtre sur les relations entre Ibn Rushd et Averroès, et finalement mon éditeur m'a dit c'est plutôt un roman. Ça tombe comme ça. Charles Quint, il y a plus du théâtre quand c'est une confrontation. Alors là, c'était vraiment, Charles Quint, c'était une confrontation sur 24 heures entre un personnage et un autre. Mais parfois, les confrontations sont bonnes dans le roman. Par exemple, le livre de raison est en train de devenir une pièce de théâtre. Il va basculer au théâtre. Donc l'un passe à l'autre. Mais
je pense qu'il y a des sujets de confrontation avec du rapide qui sont plus adaptés au théâtre qu'au roman. Quelle est votre manière de travailler pour écrire? Est-ce que vous avez un rythme quotidien? Et également une autre question sur votre écriture, est-ce qu'il y a quelque chose, lorsque vous écrivez des romans, que vous aimez faire? Et est-ce qu'à l'inverse, il y a d'autres choses que vous n'aimez pas du tout faire et qui vous imposent des difficultés? Moi, j'écris tous les jours et j'écris d'une façon particulière, c'est-à-dire que je fais d'abord un premier jet, très court. Je fais en même temps une bible, c'est-à-dire la liste des personnages, et je raconte la biographie des personnages, et je fais une chronologie. C'est extrêmement important de faire une chronologie qui va bien au-delà du roman, qui va avant et après, où on raconte les vies des personnages depuis leur naissance, leurs grands-parents, etc., même si on n'en parle pas dans le roman. Et la chronologie est absolument essentielle pour un roman. Donc je fais ça, et ensuite je retravaille ces textes, la bible, la chronologie et le roman lui-même, autour de 80 fois. Il y a 80 versions de mes textes, à peu près, que je fais très très vite. Je fais une version en 2 jours, mais de tout le texte. Je fais une version en effet en 2 jours de chaque. C'est impressionnant. Très très vite. Et il ne reste rien du début à la fin, évidemment. Vous aimez beaucoup la transmission, transmettre, et pour ça, je vous en remercie. Et c'est ce que j'essaie de faire moi très modestement également avec ce podcast et le compte Twitter. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent que les enfants lisent de moins en moins. Il y a de plus en plus de concurrents, peut-être également à la lecture, je ne sais pas. Quels conseils donneriez-vous à des parents pour faire aimer la lecture à leurs enfants, et peut-être par quel roman commencer? Vous le faites déjà dans Les Chemins de l'Essentiel, vous mettez une petite astérisque pour les livres qui sont à faire lire par les enfants. Est-ce qu'il y en aurait d'autres peut-être, ou en tout cas 2-3 que vous aimeriez mettre en lumière? Invite mais ceux qui nous écoutent à voir ce que je conseille dans Les Chemins de l'Essentiel. Mais je pense que la meilleure façon pour des parents de pousser des enfants à lire, c'est de lire eux-mêmes. Si les enfants ne voient pas leurs parents lire, parler de livres, avoir une passion pour les livres, ils ne l'auront pas. Ils auront moins de chance. Alors bien sûr, il y a des enfants qui sont en rébellion contre leurs parents et qui ne liront pas parce que les parents lisent, ou des enfants qui vont lire parce que leurs parents ne lisent pas. Mais en général, c'est très important de donner l'exemple. Et moi, je me souviens dans mon enfance, quand je m'ennuyais, mon père me disait « t'as rien à lire ». Alors que ça n'est pas le réflexe habituel que de dire ça. La lecture... si elle est un sujet de conversation dans la famille, si on parle ensemble des livres, si on parle ensemble des personnages de romans, ça donne envie de lire. Si les enfants se rendent compte que c'est un sujet de conversation, ils vont s'y mettre. J'ai une toute dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un livre peut être un essentiel alors qu'il est peu lu et peu connu? Et est-ce que vous avez des exemples en tête comme ça de livres moins connus que vous aimeriez mettre en avant? Vous me prenez de court, mais il y a des livres qui sont très importants pour moi et qui sont peu connus. Est-ce qu'il y a des livres très importants qui sont inconnus? Je ne saurais dire. Mais par exemple, si vous prenez Vie et Destin de Grossman, qui est pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre absolus de la littérature, il est moins connu qu'il ne devrait être. Si vous prenez le Manifeste du surréalisme, qui est un texte absolument essentiel, que personne ne lit, mais qui est un texte fondamental de la littérature, c'est un texte qui est moins connu qu'il ne devrait être. Les Lettres d'amour de Nabokov, qui sont un texte génial, c'est pas très connu non plus, je pourrais vous en citer des dizaines. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci, j'étais très heureux et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Et on va se laisser en musique avec ce superbe Ave Verum de Mozart. L'introduction, la musique de l'introduction était le premier concerto pour piano de Tchaïkovski. Voilà, ces 2 superbes œuvres musicales. Vous pouvez les retrouver dans l'ouvrage dont je parlais, Les Chemins de l'Essentiel de Jacques Attali, publié donc chez Fayard, et dans lequel, comme je le disais tout à l'heure, Jacques Attali répertorie plus d'une centaine, par chaque catégorie, littérature, roman, philosophie, théâtre, cinéma, musique, lieux à visiter, œuvres d'art. Bref, c'est un véritable répertoire de toutes les œuvres d'art, les œuvres culturelles. Et pour des parents qui veulent faire lire à leurs enfants, ou pour quelqu'un qui a tout simplement envie d'avoir un ouvrage dans lequel
sont répertoriés quand même presque tous les grands chefs-d'œuvre de la littérature, du cinéma, de tous les genres, comme je le disais tout à l'heure. Je tenais, avant de conclure, à remercier une nouvelle fois vraiment Jacques Attali pour sa disponibilité. Je le disais en introduction, mais il n'a pas hésité une seule seconde. Dès que je lui ai proposé de faire ce podcast, il m'a dit avec joie, on le fait quand vous voulez. Et voilà, ça a été un vrai plaisir, un véritable honneur de pouvoir échanger, de pouvoir parler de littérature avec lui. C'était vraiment un très bel échange et c'est un romancier qui mérite d'être connu. Voilà, comme il le disait, il est plus connu peut-être pour son œuvre politique, mais je vous encourage vraiment à essayer d'aller lire ses romans. Je tenais également à remercier Azilise Lecor-Durger qui a encore une fois accepté de prêter sa voix pour mon podcast, de lire certains extraits, et d'ailleurs on va la retrouver après cette conclusion pour un tout dernier extrait du dernier roman de Jacques Attali, Bienheureux soit notre monde. Et puis évidemment je voulais conclure cet épisode en remerciant une nouvelle fois mon épouse qui m'a énormément aidé pour la préparation de ce podcast, qui a lu beaucoup également de livres, d'essais, de biographies de Jacques Attali pour m'aider à bien comprendre son œuvre. Je lui dédie cet épisode ainsi qu'à notre jeune fille pour qui j'ai eu une pensée tout au long de cet entretien et qui aura elle aussi à parcourir les chemins de l'essentiel. On se laisse, chers lecteurs, prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce salon littéraire. Au revoir. Ce n'est pas possible de laisser faire cela. Ce n'est pas possible de laisser un des derniers combats, pouvant peut-être sauver quelques miettes de l'humanité, être ainsi détourné par ceux-là même qui la détruisent. Ce n'est pas possible de laisser à Victor un enfer. Les sombres doivent disparaître, devenir vivants, rester vivants, résister, me joindre au combat. Voilà, donc l'entretien est terminé. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Moi, j'ai vraiment trouvé à la fois passionnant sur ce qu'il dit, par exemple, d'un chef-d'œuvre. Que le chef-d'œuvre, souvent, c'est le temps qui va décider ce qui en fait un essentiel ou pas. Il y a des œuvres qui sont très connues à une époque et puis en fait qui s'estompent avec le temps. À l'inverse, d'autres œuvres moins connues deviennent des chefs-d'œuvre, alors peut-être que forcément on les aurait pas imaginées. Et c'est intéressant, notamment sur la littérature contemporaine. Parfois on est très sévère envers la littérature contemporaine, alors peut-être que le temps fera de certains livres aujourd'hui qui sont mal jugés ou même pas lus du tout, ça en fera peut-être des chefs-d'œuvre essentiels dans 200 ans, on ne sait pas du tout. Et ça c'est très important d'avoir du recul. Lorsqu'on parle de littérature, toujours avoir un peu de recul, de la prudence et de se dire bon, là je dis ça mais peut-être que c'est parce que j'ai trop mon regard actuel, mon regard de 2023 et maintenant même 2024. À l'inverse, ne pas projeter, et ça c'est également très important, et je vois que beaucoup font l'erreur, beaucoup tombent dans cet écueil qui est vraiment dangereux, qui est confortable, qui est facile, mais qui est dangereux, c'est de ne pas projeter son regard de 2024 sur des œuvres écrites au XVIe, au XVIIe, ou l'Antiquité, au XIXe. Ne pas apporter des jugements moraux sur des œuvres qui n'étaient pas dans la même moralité, dans la même morale. Donc ça aussi c'est très important. Dans les deux cas, avoir beaucoup de prudence, et moi c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire sur ce compte. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce travail-là, et puis également son authenticité lorsqu'il a répondu à mes questions sur son œuvre, sur ses pièces de théâtre. Voilà, je vous encourage d'ailleurs, la pièce de théâtre dont je parlais dans cette émission, du cristal à la fumée, est disponible, je ne sais plus où est-ce que je l'ai vue, mais elle est disponible sur internet, j'avais réussi à la trouver, c'est très intéressant. Franchement, c'est vraiment très bien comme pièce de théâtre, bien écrit et bien joué dans la version que moi j'ai pu voir. Également, ce qui m'a impressionné, c'est sa capacité de travail. Je savais que c'était un travailleur acharné, mais réussir à écrire 80 versions de ses romans, je trouve ça fou. Voilà, je trouve ça fou pour ceux qui essayent d'écrire et qui ont déjà du mal à en faire une. Lui, il en écrit 80 en 2 jours, il écrit une version de son roman, puis après qu'il retravaille. Voilà, chaque romancier a ses méthodes de travail, et je trouve que là, c'était assez intéressant de savoir sa méthode de travail. Alors voilà, je ne vais pas non plus faire trop de remarques sur cet entretien que vous venez d'écouter, et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, vraiment en toute authenticité, même si vous n'avez pas du tout apprécié, à l'écrire dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir vos remarques. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que vous auriez aimé lui poser en rapport avec la littérature, évidemment. Puis voilà, donc moi je voulais juste revenir sur 3 œuvres
dont j'ai parlé dans l'émission, mais qui sont très importantes. Alors d'abord, je n'ai pas ici, mais il y a sa toute première œuvre, son premier roman, qui est très important pour lui et qui est très bien. Vraiment, je vous encourage à aller le lire, et qui est une sorte d'allégorie de la Bible. Vous verrez, je vous en dis pas plus, parce que comme je le dis dans l'entretien, lorsqu'on commence un roman de Jacques Attali, et c'est ça qui est très fort, on ne sait pas du tout où est-ce qu'il va nous embarquer, alors qu'en fait, lui il le sait dès le départ, et on se rend compte à la fin que tous les indices étaient là. Il le dit, pour lui un bon roman, et ça se voit dans tous ses romans, un bon roman c'est un roman qu'on a envie de relire dès qu'on l'a terminé, et ça se voit. Moi la seule fois où ça m'a vraiment fait ça, avant de lire ses œuvres, et notamment Nouvelles, dont j'ai parlé dans son entretien, Nouvelles, vous le finissez, vous avez envie de le relire, puis vous dire, mais en fait, tout était là dès le début. Et c'est assez formidable, les nouvelles. Et franchement, c'est des nouvelles comme ça, autonomes, et qui petit à petit, vous vous rendez compte, en fait non, c'est un roman. On est dans un roman, parce que ce personnage-là, je crois que je l'ai déjà vu. Et en fait, tout se rassemble au fur et à mesure du roman, qui s'appelle Nouvelles. Enfin voilà, c'est très particulier. Moi, je me souviens, ça m'avait fait ça avec Le meurtre de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Lorsque j'ai terminé, je me suis dit, waouh, là j'ai l'impression de m'être fait avoir, je vais le relire pour essayer de bien comprendre ce qui vient de se passer. Bon bref, donc je voulais revenir sur 3 œuvres de Jacques Attali dont je parle dans cette vidéo, dans cet entretien. Tout d'abord, La confrérie des éveillés, voilà, dont je parle, qui est vraiment très bien. Voilà, je vous encourage à aller le lire, celui-ci. Peut-être son plus complet, en tout cas celui que j'ai le plus aimé. Un roman historique qui se passe au XIIe siècle, à la fin de cette période où les philosophes des monothéismes se parlaient. Son tout dernier roman également, donc Bienheureux sur un autre monde, un roman de science-fiction, parce que Jacques Attali est passionné de science-fiction et en écrit. Et là, un nouveau roman de science-fiction, dystopique. On commence, comme je le disais, dans des années, comme je le disais dans cet entretien, bien des années plus tard, un prisonnier politique qui s'échappe, qui va rejoindre ce qu'on appelle les vivants, qui veulent lutter contre les sombres. Et là, on arrive au tiers du roman, et ça bascule dans un truc qu'on n'avait pas du tout imaginé. Et en fait, on était dans quelque chose, et c'était pas du tout précisé au départ. Et c'est tout, en fait, c'est ça l'œuvre de Jacques Attali, c'est que on est basculé dans une autre dimension. Je vous en dis pas plus parce que vraiment je crois qu'il veut garder la surprise aussi. Et puis voilà, vous aurez comme moi la surprise que j'ai eue, donc ça serait vous gâcher finalement ce plaisir là. Mais oui voilà, c'est la deuxième partie, donc à peu près à la page 100. Donc vous lisez 100 pages et à la page 100 vous êtes basculé ailleurs alors que vous n'en étiez pas du tout rendu compte pendant les 100 premières pages. C'est assez formidable et assez particulier à vivre comme en tant que lecteur. Et enfin, tout dernier ouvrage, alors celui-là qui est essentiel, Les chemins de l'essentiel, qu'il avait d'ailleurs rendu disponible gratuitement sur internet pendant la période du confinement, donc en 2020, et qui vous dit vraiment, et pour chaque catégorie, que ce soit les romans, les essais, les journaux intimes, les autobiographies, les films, à chaque fois plus d'une centaine de titres à avoir lu. C'est très subjectif évidemment, ce sont ces listes, mais d'abord il vous fait 10 essentiels, après il vous en choisit 30 autres, et après 100. Donc vous voyez, vous en avez à peu près 140 pour chaque catégorie, les films, les séries, les œuvres d'art, les lieux à aller visiter, voilà. C'est vraiment les essentiels, avec une introduction très intéressante sur ce qu'il pense et sur ce qu'il considère être un essentiel. Et ensuite toute une liste avec à chaque fois un petit commentaire sur cette liste. Et honnêtement, je suis plutôt en accord avec la plupart des œuvres qu'il met, notamment dans les 10 romans. Je vous laisse aller découvrir les 10 romans qu'il met parmi les essentiels. Mais un livre très intéressant à posséder, à avoir, pour des parents aussi qui ont envie de faire lire, ou si vous avez des cadeaux à offrir, des romans ou des films à voir, si vous avez une culture cinéma plus pauvre qu'une culture littérature, ben ce livre va vous apprendre ce qu'il considère être les films essentiels à avoir dans sa vie. Voilà, donc j'en termine là avec cette conclusion, j'étais un peu long, désolé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié et ces 2 courtes vidéos en introduction et en conclusion, mais surtout l'entretien exceptionnel, encore une fois, que je remercie de Jacques Attali. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Au revoir.